Bonjour Monsieur Dames, ici Éric Leray de l'émission Occident. Très content de vous recevoir et comme vous avez pu le voir dans différentes émissions qu'on a fait sur les festivals, Festival international du cinéma Vue d'Afrique, Festival littéraire international Métropolis Bleue. Aujourd'hui, on revient sur le festival du film israélien de Montréal parce qu'on avait déjà fait une petite émission pour présenter. Mais là, on a l'honneur de recevoir la présidente, en plus de Chantal et Gérard Buzalglou, qui sont les cofondateurs, ou disons co-présidents, excusez-moi, parce que je ne suis pas président. Mais Madame Chantal Renaud-Landry, alors, qui est bien connue dans le monde du cinéma, parce qu'elle était scénariste et actrice, mais aussi, c'est aussi célèbre aussi par le fait qu'elle était la veuve de Monsieur Landry. Et scénariste. Ouais. Alors, oui, cette occasion du Festival du cinéma, c'est bien de le spécifier. Oui, donc on va revenir un peu donc, sur le festival, sur le programme, et on va décortiquer un peu ça. Alors je vais commencer avec Chantal Buzalglou, donc qui va nous présenter un peu les partenaires principaux, ou en tout cas la communauté séfarade unifiée du Québec qui organise en fait ce festival depuis quelques années. Oui, c'est notre 17e édition. Donc oui, c'est la communauté séfarade unifiée du Québec qui organise du 18 mai au 1er juin 2022 cette 17e édition. Et ce festival va être présenté en version hybride, donc plusieurs films en ligne, mais aussi quelques films en salle. Je tiens à préciser que le président de la communauté séfarade unifiée du Québec est l'honorable Jacques Saada, le directeur Benjamin Bitton. Et je voulais présenter aussi Élie Castillet, le délégué général du festival, et bien sûr Chantal Renaud, notre présidente du jury. Qui est présente avec nous. Bien, merci beaucoup. Alors, Gérard, tu vas nous décrire un peu les films d'ouverture, enfin tout ce qui est l'ouverture. Hein. En tout cas, je vais vous décrire le festival cette année, brièvement. Alors, nous allons débuter avec un film d'ouverture, Image of Victory, qui aura lieu en salle, au Forum, le 18 mai à 19h. Deuxième information, le film de clôture, Perfect Strangers, aussi en salle, le 1er juin, toujours au Forum. Ensuite, troisième projection en salle, Murano, qui aura lieu le 25 mai à 19h. Murano, qui raconte ce qu'est devenu le ghetto de Varsovie aujourd'hui. Alors, ce documentaire sera suivi d'un Q&A du réalisateur Shen Shelar. Ensuite, dans ce festival... Ça, c'est dans la salle, hein, oui, c'est ça? Toujours, tout ça, c'est en salle. Voilà, et puis après... Là, nous passons en ligne. Voilà. Alors, en ligne, vous avez du 18 mai au 1er juin, 6 longs-métrages, 8 documentaires et 2 courts-métrages que vous avez accès avec un passeport au prix de 30 $. Et en ligne aussi, vous avez du 18 mai au 1er juin, une sélection littéraire, 4 auteurs, ce sont 4 documentaires israéliens qui portent sur 3 auteurs, David Grossman, Amos Oz et Abbe Yoshua, et un documentaire sur Saül Bilo, que je vous conseille de ne pas manquer du tout. Alors, ce passeport littéraire, vous pouvez avoir accès à ces documentaires pour un prix de 20 $. En conclusion, cette année, le festival présente 24 titres. Oui, alors on va revenir là-dessus, on va décortiquer ça. Alors, je vais donner la parole à la présidente du jury. D'abord, j'aimerais revenir un peu sur l'amitié que portait M. Landry à la communauté juive et en particulier à Israël. Alors, il y a un point commun avec René Lévesque, qui était journaliste avec l'armée américaine et qui a participé à la libération des camps de concentration. Oui. Qu'est-ce qui a fait que M. Landry était proche de cette communauté? Est-ce qu'il y avait une rencontre particulière ou... Franchement, je ne pourrais pas vous dire, moi, l'absolue origine de la question, mais d'aussi loin que j'ai connu Bernard, ton attachement à la communauté était extrêmement, extrêmement fort. Et c'est une amitié très serrée. Il a eu, par exemple, c'est lui qui a amené dans son gouvernement David Levine. Il a eu dans son cabinet Daniel Amar, qui est aujourd'hui le directeur, je crois, ou président-directeur du musée de l'Holocauste. Et il a de fortes, très, très fortes attaches avec la communauté. On disait tout le temps qu'il passait plus de temps dans
les synagogues que dans les églises. Ah oui. Est-ce qu'on peut dire que, comme René Lévesque, il y avait un parallèle entre la situation d'Israël avec, disons, un environnement arabophone et ici, disons, un environnement francophone avec un entourage anglophone et qu'il trouvait un parallèle peut-être, parce que j'ai eu l'occasion de suivre certains de ses cours en sciences politiques à l'UQAM et il trouvait qu'il y avait une certaine parallèle. Alors peut-être que ça oui, culturellement, oui, pour tout à fait. Disons, combattre pour leur langue, la culture, oui, etc. On peut se comparer culturellement, c'est entendu ça. Oui. Alors peut-être qu'on connaît moins, en tout cas, parce que vous n'êtes pas seulement la femme de M. Landry, vous êtes aussi une actrice connue et reconnue. J'ai fait toutes sortes de choses. Voilà. Le chant d'abord, j'ai appris que vous étiez chanteuse. Vous avez été comment... Oui, d'abord j'étais animatrice d'émissions de jeunes, et puis après j'étais chanteuse, c'était pas ma seule définition. Et en même temps, je publiais des nouvelles de science-fiction dans Châtelaine quand j'avais 17 ans. Ah ouais. Et l'écriture a toujours été fondamentale dans ma vie. Et donc après, quand j'ai vécu à Paris donc pendant 25 ans, là, je suis devenue scénariste. D'accord. Oui, on a une tripotée de... Il y a L'homme à tout faire en 1988, Prince l'Azur, Une maman dans la ville, enfin quelques titres comme ça. Est-ce que vous étiez pionnière à l'époque? Il n'y avait pas beaucoup de séries. Ça, ce sont des films, des films où j'étais à l'idée originale, le scénario, dialogue. Ouais. Et en même temps, j'ai écrit plein de séries. C'est ça. Plein de séries parce qu'il n'y avait pas, au moment où la télévision s'est privatisée en France, ils n'avaient pas de matériel, quoi. C'était une télévision qui marchait jusqu'à minuit et la speakerine disait désolé de vous avoir gardé aussi longtemps devant votre écran. Ils n'avaient pas de matériel, donc tout était à faire. Donc j'ai profité de cet instant-là et ça a très très bien marché pour moi. Très bien. Et comme actrice aussi, vous avez fait quelques films, mais aussi il y a quand même des prix importants. Vous avez reçu le Méritas de la meilleure actrice en 1971 et en 2001. Je n'avais aucun souvenir. Ah oui, en faisant des recherches, j'ai trouvé ça. Et alors je voulais avoir des explications, comment ça se fait? Parce que ça n'a pas été comment dire, quelque chose de très très fort pour moi dans ma vie personnel de faire des films. L'écriture a toujours été au centre de ma vie. Oui. Mais en 2001, vous avez reçu quand même 2 prix pour un téléfilm, le 7 d'or et le FIPA d'or du Festival de Biarritz. Alors, je connais parce que je suis d'origine béarnaise, alors je vois bien le point. Oui, en plus, attendez, puis pour ce même film, ça c'est pour Fatou, la Malienne, et qui a même été en compétition à New York pour un Emmy Award. Ah, oui. Donc, ce même film qui a reçu le FIPA d'or à Biarritz. Donc, pour conclure, vous êtes la bonne personne pour être le président du jury. Hein, on va revenir sur le détail. Alors, par contre, vous avez un avis intéressant à donner. Bon, on va vous laisser de temps en temps commenter, parce qu'on ne peut pas, bien sûr, parler des discussions sur les prix qui vont avoir fait. Mais dans le film d'ouverture en salle, donc au Forum le 18 mai à 19h, vous avez Image of Victory et vous avez le film de clôture, le Perfect Stranger. Vous avez peut-être des petits commentaires à faire sur ces 2 livres de films? Particulièrement sur Image of Victory, mais je vais vous reprendre un petit peu sur le deuxième que je mets toujours avec Image of Victory, c'est Berenstein. Parce que ce sont 2 films de guerre. Ah, on va revenir après. Oui, et les films de guerre sont tellement difficiles à tourner. Tout à fait. C'est un enfer. Et en même temps, Image of Victory, il y a cette merveilleuse actrice, Joy Rieger, qu'on a tant de plaisir à voir, quoi. Et voilà, donc, ça vous rappelle des souvenirs comme actrice ou, comme scénariste? Non, Dieu merci, je n'ai pas tourné de film de guerre. Mais quand on a été sur les plateaux de tournage, on se rend compte de combien on n'imagine pas tout ce que ça peut représenter, une explosion de la poussière qui vole. C'est une difficulté constante sur un plateau. Sur l'environnement. Oui, c'est très très compliqué à tourner. Est-ce que comme scénariste, vous avez dû tenir compte justement parfois des contextes du film sur lequel vous travaillez? Vous étiez aussi une personne de terrain? Oui, j'ai assisté à des tournages particulièrement Fatou la Malienne et Leila née en France, on a tourné en Tunisie et donc parfois je m'écrivais un petit rôle pour pouvoir être sur le tournage. Ah, ok. Voilà. Alors, on va poursuivre donc avec Chantal le documentaire Murano en partenariat avec le Musée de l'Holocauste de Montréal en salle au Forum le 1er juin à 19h. Alors, ça semble être un documentaire très intéressant. C'est non seulement très intéressant, mais très, très touchant, bouleversant, je dirais. On décrit Murano comme
une ville verdoyante où il fait bon vivre. Mais quand on sait que cette ville repose sur le ghetto de Varsovie, ça prend toute une autre dimension. Et on sait ce qui s'est passé là, quand même. Exactement, exactement. Le réalisateur, vraiment, ça a été un coup de maître de monter ce documentaire et on est sûr qu'il va beaucoup plaire. On remercie particulièrement Daniel Amar, directeur du musée de l'Holocauste, qui s'est joint à nous en tant que partenaire, le musée de l'Holocauste en tant que partenaire pour nous présenter ce documentaire qui va être suivi au cinéma en salle par un Q&A réalisé par le musée de l'Holocauste. Donc, qui participe à ce documentaire, à ce Q&A, c'est Chen Shelar, le réalisateur du documentaire, et qui est interviewé par Sarah Fogg, qui est directrice des communications au musée de l'Holocauste. Et on a aussi une survivante de l'Holocauste, Eva Cooper, qui va participer à cette rencontre. Très bien. Alors, on revient à vous, chère présidente, puisque vous parliez tout à l'heure de Berenstein, mais aussi Betrayal. Donc, vous avez là aussi deux longs métrages qui vous intéressent, enfin, qui vous ont interpellé. Oui, Betrayal, j'ai beaucoup aimé en tant que scénariste, parce que c'est l'histoire par les temps qui courent avec l'Internet et les réseaux sociaux. C'est un homme qui décide, pour donner du piment à son mariage, d'inventer un amant à sa femme. Et c'est lui, évidemment, qui écrit, et sa femme ne sait pas que c'est lui, évidemment. Et alors, et ça marche tellement bien qu'il en finit presque à être jaloux de lui-même parce qu'il s'aperçoit que sa femme est vraiment touchée par cet homme-là, tout en sachant que ce n'est pas lui, quoi. L'ère des médias, avec la pandémie, là, ça a dû donner pas mal d'idées aussi à pas mal de gens. Oui, mais c'est intéressant comme scénario, je trouve. Donc, cher Chantal, on revient à vous. Par contre, là où One More Story et Plan A, c'est aussi là des longs métrages intéressants, mais sous forme de comédie. One More Story, oui, c'est une comédie. C'est une jeune et brillante journaliste qui se donne pour mission de trouver le véritable amour pour son meilleur ami et en même temps pour elle-même. Et elle le convainc de sortir quotidiennement pendant 1 mois, chaque soir avec une femme différente, jusqu'à ce qu'il trouve celle qui lui convient. Ah oui, alors c'est une comédie. Ça promet d'avoir effectivement quelques situations cocasses. Et le plan A, ça c'est en 1945. C'est un groupe de survivants juifs de l'Holocauste qui projette d'empoisonner le système d'approvisionnement en eau de l'Allemagne. Oui, ce film raconte l'opération secrète dangereuse et audacieuse qui s'appelait Plan A. Dans ce film joue l'acteur qui est très connu puisqu'il est l'acteur principal de la série Stitzel, Michael Aloni. Et nous retrouvons également Karen Ben Raphaël qui a tourné le film Virgins. Ah oui, ok. Alors, cher Gérard, là, je te donne la parole parce que là, il y a plutôt des films de long métrage, mais qui sont plutôt liés à la communauté russe. On en parle beaucoup aujourd'hui. Les deux films dont je vais vous parler sont vraiment des films où jouent des acteurs russes qui sont venus de Russie. Alors, The Diner, c'est l'histoire d'un couple qui a du mal à s'intégrer à la nouvelle vie en Israël. Et ce couple, pour survivre, tout simplement, la femme décide de poser nue dans un atelier. Et qui dirige cet atelier, c'est, comme par hasard, c'est en fait le patron de son mari. Alors, et chacun n'est pas au courant. Chacun n'est pas au courant. Ah oui, alors c'est pas mal intéressant. Je ne vais pas vous dire la suite du film. Il faut voir le film, mais c'est certain qu'à la fin du film... il y aura une situation pas mal. Très appétit. Alors, More Than High Desert. C'est un deuxième film où joue cette fois-ci une mère et son fils, originaires de Russie aussi. Alors, le fils qui a 12 ans voudrait faire sa bar mitzvah et sa mère ne veut pas. Alors, ce qui fait que son fils, le petit garçon, décide de se faire coacher par un voisin qui est religieux. Et je vous laisse voir le reste. Oui, là, ça va être pas mal aussi. C'est très intéressant. Et il faut dire une chose, que ce film a été plusieurs nominations pour des Ophir. Oui, il y a 3 nominations. L'actrice principale, Anna Dubrovsky, a été nominée pour le prix d'Ophir de la meilleure actrice. Même chose pour l'acteur Micha Podorowski. C'est un très joli film. Ah oui, vraiment très émouvant. Très émouvant de voir cet enfant qui voulait absolument faire sa bar mitzvah.
En tout cas, je vous conseille de voir ce film, de ne pas le manquer. Je sais qu'il y a beaucoup de films dans la production. Et puis meilleur scénario aussi. Nommé pour le meilleur scénario. Oui, c'est un très très joli scénario, c'est un joli film. Alors, cher Chantal, je reviens vers toi parce que là, on parle des documentaires en ligne, c'est ça une dimension importante du festival. Vous savez, cette année, plus que les autres années, on a eu des choix déchirants à faire pour sélectionner nos documentaires parce qu'on en avait 5 autres à peu près auxquels on a dû renoncer parce qu'il y en avait trop. Et ça a été difficile, mais finalement, on a une série de documentaires vraiment exceptionnels. Un premier qui est Apples and Oranges, qui parle de 350 000 volontaires qui étaient venus travailler dans les kibbutz en Israël suite à la guerre des 6 jours. Et on voit donc comment ces jeunes du monde entier, non-juifs, juifs et non-juifs, qui se sont impliqués, qui ont... Nous-mêmes, on a un ami avec qui on chante dans une chorale, qui a passé ses 2 ans dans un kibbutz en Israël, un Québécois, Purlaine, et qui a des souvenirs extraordinaires de son temps en Israël. On a Lebanon Borders of Blood, on voit tout ce qui se passe avec la guerre du Liban à la frontière d'Israël. C'est un documentaire très très intéressant qu'il ne faut pas manquer. Et un troisième, Mizrahim, qui raconte... l'époque difficile des Juifs séfarades qui ont émigré dans les années 50 en Israël et qui ont passé de très très durs moments, qui ont eu de la difficulté à s'adapter, qui n'ont pas été reçus comme il fallait, qui étaient dans des camps de transit. Et donc ce film, il crie un petit peu cette injustice. On oublie souvent que la création d'Israël, il y a eu plus d'un million de Juifs qui ont dû quitter armes et bagages. Au Maroc, par exemple, il y avait 300 000 personnes, il ne reste plus que 2-3 000 personnes. Donc on oublie ça, cet aspect-là. Mais ils ont souffert, il faut dire qu'ils ont souffert. Et puis la réalisatrice de ce documentaire, Michal Boganim, raconte l'histoire de son père qui a vécu cette époque-là. Et il a même fait partie du groupe des Panthères Noires. Un des leaders de Black Panther. Panthères Noires, oui. Alors, Gérard, je te donne la parole parce que là, on parlait du Maroc, ça tombe bien. Michael Boganim suit les traces de son père, venu du Maroc. C'est ça. Alors maintenant, je vais vous parler de 2 documentaires attachés au chant ou à la musique. Alors, Queen Shoshana, je ne connaissais pas moi-même. Je l'ai découvert par ce documentaire. Bon, c'est une Yéménite qui est arrivée en Israël à l'âge de 2 ans vers les années 1920. Enfin, en Israël, à la Palestine de l'époque, sous mandat britannique. Oui, et puis une voix extraordinaire, c'est une chanteuse, une alto, et qui a même fait Carnegie Hall, etc. Et c'était une vedette en Israël. Ça, en fait, je la connaissais pas, mais quand je l'ai connue, j'en parle des amis israéliens. Ils me disent, mais elle est connue. Alors, elle s'appelle Shoshana Damari. Alors, je vous conseille vraiment, mais pour aller sur YouTube, on trouve des chants à elle, et puis c'est vraiment très beau, très belle voix, très chaude. Enfin, une belle voix d'alto, très sensible. Et là, on reste dans la musique avec Shlomo Bar. Shlomo Bar, bon, là, je pense que tout le monde le connaît. Shlomo Bar, c'est... Je ne vais pas revenir là-dessus. En fait, Shlomo Bar, en fait, ce qu'il a fait, il a fait un mélange de musique, un mélange entre l'Occident et l'Orient. Et puis ça a donné une composition d'une beauté vraiment exceptionnelle. Shlomo Bar, on parle de lui dans ce documentaire, c'est un documentaire qui est très bien fait. Et beaucoup de chants, beaucoup de musique. Si vous aimez la musique, vous allez être emballé par ce documentaire. Surtout qu'au Québec, c'est vrai, une tradition, quand même beaucoup de chants, c'est très important. Alors, et pour finir, donc ce passage-là, Spear Goes to Hollywood. Alors, Spear Goes to Hollywood, ça c'est tout à fait différent. C'est un documentaire qui est très dur. Oui, sur le Troisième Reich. Oui, en fait, c'est un documentaire qui a été fait à partir du livre Inside the Third Reich, livre qui a été écrit par Albert Speer, alors qu'il était en prison pendant plusieurs années. Nombre d'années. Un ancien nazi, bras droit d'Hitler, qui a voulu se racheter en écrivant ce livre. Alors, c'est un documentaire qui est très fort parce que Inside the Third Reich, vraiment, on a l'impression d'être là, autour de nous, avec Hitler, ses bras droits. C'est terrible comme sensation. Est-ce que vous aviez lu le livre? Vous aviez lu ce livre? Non, je n'ai pas eu l'occasion de lire ce livre. J'ai lu ce livre-là, probablement au moment de sa sortie, je me rends compte, parce que c'est sorti en 71. Oui. C'est ça, moi j'ai lu. C'est une énorme. C'est ça. Et d'ailleurs, ce livre-là, quand il est sorti. Passionnant, effectivement, c'est ce que vous dites, Gérard. C'est ça, quand il est sorti, aux États-Unis, ils ont voulu faire un film.
Et ça n'a pas passé. Non. Ça n'a pas passé, ils n'ont pas pu Ils le n'étaient faire. pas prêts encore. C'était trop dur à cette époque pour faire ce film, mais vous savez, vous connaissez les Israéliens, bon, ils n'ont peur de rien, et ils ont fait un documentaire, un excellent documentaire, vraiment qui est très dur. Puis ils ont été meilleur documentaire, ah oui, meilleur montage et meilleure recherche. Absolument, Oui. gagnant À du meilleur voir, documentaire cette absolument, année. Meilleur montage, meilleure recherche, vraiment c'est bien mérité. Il ne faut pas manquer ce documentaire. Alors Chantal, toi tu vas nous faire un petit commentaire sur Black Notebooks. Alors, Black Notebook, c'est l'histoire de... C'est deux documentaires, en fait, il y en a deux. Il y a deux films, filmés par un frère pour rendre hommage à sa sœur, la très grande et la très belle Ronit Elkabetz, qui est une icône du cinéma israélien. Et donc, elle est filmée pendant plusieurs années par son frère, et il a fait un recueil de tous les petits films qu'il a fait sur elle, et particulièrement durant le tournage de Get, le dernier film qu'elle a fait, parce que vous devez tous savoir que Ronit Elkabetz n'est plus de ce monde et qu'elle nous a quittés à un âge très jeune, maman de 2 petits-enfants, elle était malade, et elle a tourné ce documentaire pendant sa maladie. Donc elle était malade, très malade, et elle se levait difficilement pour aller sur les plateaux de tournage pour tourner le film Get. Et ce documentaire, il est bouleversant. Moi, je sais qu'il m'a émue aux larmes. Elle est très belle, on la voit vivante, vibrante, magnifique. Ronit Elkabetz. Oui. On va aller voir ça. Filmé par son frère Shlomi Elkabetz. Alors, on va rendre hommage aussi au jury. On a la présidente du jury avec nous, mais alors, quels sont les membres du jury qui vous ont aidé à constituer ce jury? Je voulais juste dire, juste avant ça, combien la tâche était difficile, parce que, comme vous l'avez entendu, il y a une sélection qui est magnifique. On n'arrête pas de dire, il est à pleurer, à voir absolument. Non, c'était vraiment... Alors, les membres du jury, donc, sous l'organisation, bien sûr, du délégué général Élie Castiel, nous avons Richard Burnett, Julien Knafo, Daniel Laurin, Pierre Pajot et Beverly Schaeffer. Alors, ils ont chacun une expérience, soit comme écrivain, comme compositeur, comme actrice, auteur. Absolument. On peut même dire que Beverly Schaeffer a été gagnante d'un Oscar en 1979. Ce n'est pas rien pour un documentaire. On l'avait souligné. Alors, cher Gérard, là, tu vas faire le point sur les donateurs. On en avait déjà parlé la dernière fois, mais c'est important de le rappeler. Oui, quand même. Ce festival ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas des commanditaires derrière. Alors, on a 2 commanditaires principaux, la Banque nationale, depuis plusieurs années. Et cette année, s'est ajouté Air Canada, qui tenait à être aussi commanditaire principal pour le festival. Puis, on doit remercier les autres donateurs, comme la Fondation communautaire juive, le Centre Cummings, la Fédération Séfarade du Canada, le Consulat d'Israël, Magen David Adom et naturellement le Musée de l'Holocauste aussi. Très bien. Bon, bah écoutez, je pense que j'espère qu'on vous a donné l'envie d'aller voir ce festival. C'est quand même. Mais au prix où les billets sont, franchement, c'est comme offert gratuitement à toute la communauté, à toute la population québécoise. On a eu à cause du fait d'être en ligne, beaucoup de gens en dehors de Montréal. On a eu des passeports. Il y a une couverture internationale. Oui, non, c'est géobloqué au Québec. Okay. Oui, on a eu des passeports achetés de Rouyn-Noranda, de Chicoutimi, d'un peu partout au Québec. Une personne aussi qui nous reprochait qui ne connaissait pas le festival auparavant. Et qui, grâce en fait en ligne. En fait, c'est grâce au fait qu'on est en ligne qu'aujourd'hui on peut pénétrer à travers tous les foyers. Mais c'est surtout si on aime le cinéma. Si vous aimez le cinéma, précipitez-vous, parce que ça vaut vraiment la peine. D'accord. Et puis le passeport est au coût de 30 $ pour 16 films. Quand on voit ça, c'est comme 2 $ le film, et pour un couple, donc ça fait $1 chacun. Là, vraiment, et autrement, si on veut simplement voir un film comme Image Victory de film d'ouverture, c'est 12 $, c'est ça? C'est 12 $. Les films en salle sont à 12 $. Alors on peut acheter en ligne, enfin c'est... Oui. Alors vous allez sur le site. Rappelez le site. Vous allez sur le site du festival qui est fcim.ca, F pour festival, C pour cinéma, I pour israélien, M pour Montréal.ca, et vous trouverez absolument toute l'information, les synopsis des films, les bandes annonces, des entrevues sur les films, et vous avez les détails de toute la programmation. Alors je vous laisse le mot de la fin avant de le donner à la présidente pour justement compléter votre intervention. Mais écoutez, nous, ça fait plusieurs années que Chantal et moi nous sommes présidents de ce festival,
À chaque fois, on se dit est-ce qu'on va le refaire l'année prochaine, parce que c'est pas facile, c'est du travail. Mais le fait de faire découvrir Israël, ce côté d'Israël à tous les Québécois, ça nous fait plaisir. Et puis, ça permet aussi aux acteurs israéliens de se faire connaître aussi. Très bien. Chantal. Vraiment un festival à ne pas manquer. Chaque film est un coup de cœur et difficile de déterminer le choix, mais vraiment ne manquez pas le festival, en ligne ou en salle. Très bien. Alors Chantal, le président du jury, je vous laisse le mot de la fin. Pour je l'ai presque dit tout à l'heure, mais je vais le redire. Oui. C'est vraiment, si vous aimez le cinéma, ce n'est pas une question spécifiquement israélienne, mais si vous aimez le cinéma, vous allez avoir du très beau cinéma, du très bon cinéma. Alors, oui, parce qu'on aborde tous les thèmes des sentiments humains. C'est universel, quoi, un peu. Et tout ce qui concerne Israël nous concerne, comme vous le disiez au tout début d'ailleurs, nous concerne nos autres Québécois. Et c'est vraiment, il y a un vrai parallèle à faire et c'est vraiment très, très inspirant pour nous. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci. Alors, on aimerait remercier aussi le studio Lux Média qui a bien voulu nous recevoir. Très bien. Merci beaucoup. Oui, c'est un pilier de la liberté d'expression. Alors, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup et à vous aussi. Et on est très content de vous soutenir dans cette démarche de faire publicité, de faire connaître le cinéma et en fait, quelque part, les échanges et de supprimer les préjugés envers les cultures, parce que grâce à ces films, ces documentaires, on arrive à mieux se comprendre, mieux se tolérer, mieux s'aimer. Et j'aimerais donner un petit clin d'œil aussi aux victimes actuellement des attentats récemment. On pense à leur famille et on pense donc à la démocratie israélienne qui doit gérer ça avec tact, voilà, comme à son habitude. Merci beaucoup, messieurs, dames, et à une prochaine fois.